service, il y a tout ça, service. GT service, c'est ça, pratou. GT service, ils allaient dans service, dans Bisomoko. Ils allaient dans Paris, ils allaient en Italie, ils allaient en Allemagne, ils allaient en Hollande, ils allaient aux États-Unis, ils allaient en Londres, ils allaient pratou. GT service, agence à Sika. GT service, oh tata. Wasa bibila. Gede sevi. Anako vibaka. Ape tongolilo. Le grand prêtre, le grand maïs, maître paille. Lenga apese lidomba. Vigente service. Yangonde makambu. Makambu eza koto. C'est ça. Papi ozana mikili. C'est ça. En Afrique. C'est ça. Précisément Congo. C'est ça. Papi GNT service. C'est ça. Kolino nengo tselaki yango nengo. Et puis abataka na matabisi. Kwanga. Konsakala ko tuté do makambu eza koto. GNT service. Bandeko. En tout cas, nous avons le besoin. C'est ça. J'ai un service, nous avons maître pas et Jackie Chan. Donc, papa la moine. Papa la moine, mon fils. Père mon fils. Moi, non, la bouteille de césarienne. Il y a aussi la tête. Donc, la Bible, ça va nous pour le j'ai un service. C'est ça, ma casse. Si vous avez un amateur à Boyoka, Yoka. J'ai un service. Qui est Et puis j'ai des services à ça. J'ai un service agence si Mingo le bas. Exact. J'ai des services agence à Paris. Pardon, nous sommes à Paris. Bon, son gagné dans ce service. Agence à si. Nous sommes à Paris. Nous sommes à Bruxelles. Nous sommes à Londres. Nous sommes à Hollande. Nous sommes à Italie. J'ai des services du pratou. Pour y avoir un numéro, Wami mobeni, kokomona mama, Anisa, Abolisa, Alani. J'ai un service, Anakuvimbe. Kanenya lobi tongoliro, balobi siente service. Agence oyo ya si. Agence oyo soko pese eloko na ye komba na Kisasa, assurance, obligé. Balobi siente service. Otinga motoka, eya na Kisasa, mutu kokoma kitoko. Okotisa mbongo, okotisa bavalizi na yo, bakori na yo. Siente service na Panama, #1. Siente service. Esirisi masolo. Siente service. Tongolilo. Mama baruka obamona yena Tongolilo. Omoni Tongolilo. Siente service. Tongolilo. Mama nasa na bana mikete. Na iwana muke. Na beteyo. Obedare. Na beteyo. La soyo minwe. Na beteyo mama. Siente service. Tongolilo. Pas seulement de manière directe, c'est-à-dire que l'État crée, non, on peut aussi booster la création d'emplois en créant une sorte d'incubateur. C'est-à-dire qu'on peut arriver à créer des incubateurs pour encourager la jeunesse à arriver à créer les conditions de création d'emplois. Fort malheureusement, le fait seulement qu'il y a absence de ces politiques, il nous est difficile de parler du patriotisme. Le sens du patriotisme qui a un lien direct avec le développement, c'est ce patriotisme qui considère le Congolais comme priorité de priorité. Priorité de priorité, c'est-à-dire que vous travaillez dans le sens de booster l'économie, de mettre le Congolais en position d'opérer leur croissance économique individuelle et de faire en sorte que les richesses du Congo profitent à tout le monde. Et dès lors qu'on n'a pas ça, on ne peut pas parler du patriotisme et il nous sera difficile d'atteindre le développement. C'est possible d'avoir la croissance économique sans nécessairement avoir le développement, dès lors que la redistribution des ressources ne se fait pas de manière équitable. Donc c'est ça en gros ce que je pourrais dire et je suis ouvert aux questions. Voilà, merci. Voilà, merci beaucoup monsieur Alain à la séance des questions. Toute personne qui a une question à s'adresser à monsieur Alain Rolo doit poser la question. Voilà, nous commençons par monsieur Blondie Zanga. Selon vous, pensez comment à ce stade, on peut considérer la RDC comme une nation à ce stade. Merci. Vous avez évoqué les tribalismes dans ce qu'on peut voir ou dans les obstacles du patriotisme. Alors, je voulais savoir, pensez-vous que le tribalisme peut être un obstacle face au patriotisme? Parce qu'on veut, comme on a eu à expliquer, le patriotisme c'est l'amour, c'est de servir, et c'est le contraire au nationalisme. Est-ce que le tribalisme peut être un obstacle pour le patriotisme? Deuxième question, j'aimerais savoir comment
parce que vous étiez trop économique par rapport à votre Moi, je reste plus sur le patriotisme parce que l'économie, c'est un peu. Comment le patriotisme peut se propager dans notre pays? Parce qu'on le connaît déjà, on parle du patriotisme, mais pour que nous voyons le patriotisme dans ces pays, c'est par les actes. Parce que c'est là où on constate qu'on est amoureux du pays. Comment on peut arriver à propager ces pays? Et la question est de savoir, dans un pays comme la RDC, qui est, vous connaissez la situation, vous ne pouvez pas me répéter, comment est-ce que nous arriverons à faire du patriotisme un facteur de développement aussi longtemps que plusieurs secteurs tels que l'éducation, qui est une base qui permet à ce que la nation puisse se développer et dans un état de délabrement, si je peux l'appeler ainsi. Économie. Donc, si vous pouvez nous donner encore d'autres exemples concernant les patriotismes sur le plan social, quelque chose comme ça, à ce stade où se trouve notre pays, où il y a beaucoup des enjeux qui entrent pour que le pays se développe. Pensez-vous que nous avons plus besoin du patriotisme ou bien du nationalisme? Parce que si on regarde de ce qui se passe, le nationalisme aussi peut jouer un rôle pour que notre pays puisse se développer. Parce que si nous restons fermes, nous nous enfermons entre nous pour développer le pays, on réfute ou bien on rejette tout celui qui viendra avec des étrangers qui peuvent venir pour nous diviser comme se passe à l'Est. Est-ce qu'à l'Est, nous avons plus besoin des patriotes ou des nationalistes? Merci. Ce qui est un facteur qui fait à ce que le pays ne connaisse pas son développement tel que souhaité. Oui, ce qui est d'accord, est-ce que c'est nécessairement le patriotisme ou au-delà du patriotisme, il y a également lieu de parler d'une volonté manifeste de la communauté internationale à maintenir dans ces statuts. Est-ce que cet aspect des choses ne peut pas être intégré sur le non-développement de notre pays? Merci. Je vais plutôt me comporter en politicien. J'ai oublié qu'on a commencé par là. Je vais tenter de ne pas être trop politique, au risque de créer des vagues. Bon, je commence par M. Samson. Et après, vous allez vous rendre compte que je vais répondre à toutes les questions. Le patriotisme et la communauté internationale. C'est-à-dire que lorsqu'on est patriote, on est dans un carcan de son pays. C'est-à-dire qu'on aime sa patrie, sa terre et les gens qui y vivent. C'est une sorte, comme on le dit de manière générique, c'est comme une phase du nationalisme. Mais fort malheureusement, le nationalisme ne nous permet pas, d'après, moi je ne partage pas cette approche. D'après certains doctrinaires, le nationalisme nous pousse à nous renfermer entre nous. Le patriotisme, on aime son pays et on tolère les autres. Alors que moi je suis nationaliste, je ne suis pas xénophobe. Voyez-vous? Ça c'est leur conception. En tant que sujet du droit international, en tant que membre de la communauté internationale, notre développement dépend aussi du comportement de la communauté internationale. Parce que si vous prenez en termes d'agent économique, il y a un agent essentiel qui conditionne notre manière de faire la politique en interne et même de faire l'économie ou sinon de faire notre développement. C'est ce qu'on appelle le reste du monde. Vous prenez par exemple deux variables, l'importation et l'exportation. Nous sommes une économie extravertie. C'est-à-dire que nous vendons ce que nous produisons parce que nous ne savons pas le consommer. Et nous consommons ce que nous ne produisons pas. Pour preuve, nous sommes tous là des produits importés. Tous, sans exception. Les mèches, le costume, les cravates, les chaussures. Je suis sûr même le brosse à dents, les savons. Tout ce que nous avons consommé jusque-là, ça vient de l'étranger. Ce qui veut dire que notre développement dépend aussi de notre relation avec l'extérieur. Ça, c'est déjà un élément. Et donc, nous, en tant qu'agents économiques, nous devons savoir comment nous comporter vis-à-vis de ces gens-là. Parce que nous sommes dans un environnement concurrentiel. Il faut que nous arrivions à avoir avoir un nouveau algorithme
contrairement à ce que d'aucuns considèrent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre sans les restes du monde, mais on ne peut pas être aliéné à ces restes du monde. Et lorsqu'on aime sa patrie, on ne peut pas servir les autres sans commencer par soi-même. Comme disent les Français, la charité bien ordonnée commence. Et donc, nous, en tant que patriotes, nous sommes obligés de privilégier nous-mêmes, quelles que soient les ambitions qui peuvent y avoir au niveau international. Mais si nous arrivons déjà à intérioriser ça, à prioriser le Congolais, lorsque l'extérieur vient influencer nos politiques internes, on va s'ériger en obstacle parce qu'on est patriote, pour ne pas dire nationaliste. Alors, sur le plan social, non, là je reprends après, le développement, mais la patrie. Parce que la meilleure manière de servir la patrie, c'est d'abord le connaître. Il faut apprendre aux enfants qui sommes-nous. Et d'ailleurs, dans le processus de développement, il y a 3 questions essentielles que l'on se pose. Qui sommes-nous? Qui voulons-nous être? Et comment y parvenir? Voyez-vous? C'est-à-dire que sur le plan pratique, il faut que tout Congolais ait cette information, connaisse l'État, connaisse son fonctionnement, pour qu'il arrive, n'est-ce pas, à l'aimer. Il faut aimer la patrie, et cela passera inéluctablement par la formation. Et lorsque vous prenez ce que notre ami Kitenge en rapport avec le tribalisme, effectivement, on ne peut pas parler du tribalisme là où il y a la patrie, on ne peut pas parler de la patrie là où il y a le tribalisme. Parce que la patrie, contrairement au tribalisme, la patrie est plus ouverte, ça va au-delà de la limite tribale. Et d'ailleurs, l'État congolais est né avec une déformation congénitale. Il y a un problème déjà dans la conception, d'autant plus que nous sommes nés État sans être nécessairement une nation. Contrairement à d'autres nations. Il y a d'autres nations qui étaient d'abord, d'autres États qui étaient d'abord des nations, mais qui se sont mués en État. Mais nous sommes un État qui doit aller dans le sens de l'État-nation. Pour que nous arrivions effectivement à avoir cette volonté, la volonté de vivre ensemble, cette volonté partagée de vivre ensemble. C'est un travail que nous devons tous faire. Parce que si vous prenez notre hymne national, unis par le sort, unis dans l'effort, pour l'indépendance, c'est-à-dire que nous n'étions pas unis avant. À l'époque, mon grand-père était Mongo. Le vôtre était certainement, bon, j'espère qu'il n'y a pas de Rwandais, le vôtre était Teke, Moussengele, Moulouba, Moukuba, Mouyaka et tout ça. Voyez-vous? C'est-à-dire que nous étions dans cette posture-là. Nous vivions en tant que tribu. Mais lorsqu'on nous a mis ensemble, la seule volonté de l'homme blanc était de nous utiliser comme la main-d'œuvre. Il n'avait pas l'idée de nous mettre ensemble. Mais lorsque la conscience collective a commencé à naître, on a dit qu'il faut transcender ces limites pour que nous allions combattre l'homme blanc ensemble. Ce qui fait que tous les partis politiques au départ étaient à tendance tribale. Abako, Balubakat, tout ça, étaient des partis tribales. Lorsqu'ils sont arrivés au niveau de la table ronde, en parlementant avec l'étranger, ils se sont rendus compte que c'était une force opaque. Et à leur tour, ils étaient hétérogènes. Il fallait maintenant chercher une unité. Ce qui a fait qu'ils ont suspendu les activités, ils ont exigé la présence de Lumumba. Et lorsque Lumumba est venu, ils ont constitué une force, et ce qui a même fait que les MNC puissent avoir plus de députés parce qu'il avait une tendance nationale. C'est-à-dire que ça, c'est une conditionnalité. Parce que lorsqu'on aime sa patrie, on peut investir même dans une province qui n'est pas la sienne. On peut favoriser le développement d'une autre province qui n'est pas la vôtre. En ce moment-là, vous voyez l'intérêt général. Mais lorsque vous êtes tribal, la nomination ne tient compte que de votre tribu. Ce qui veut dire que vous êtes secteur et vous ne tenez pas compte de la nation, de la patrie. Il faut que nous arrivions à transcender ces niveaux, que nous ayons une autre force en nous, la volonté de vivre ensemble. Et j'ai aimé, c'est qu'un grand doctrinaire, bon, c'est Guy Rocher, non, c'est Georges Burdeau, qui est un grand doctrinaire en droit. Il a développé l'approche
comment on dit, l'approche sociale du droit, voyez-vous, pardon, l'approche sociologique du droit, il a démontré noir sur blanc, il a fait une citation de Mancini, il a dit la nation trouve son origine dans un sentiment attaché aux fibres les plus intimes de notre être. Mais dans sa conclusion, il dit la nation relève plus de l'esprit que de la chair. Vous pouvez être Mongo, mais vous cohabitez mieux avec un Luba contre un autre Mongo. Voyez-vous? C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le carcan du tribalisme. Le tribalisme est aux antipodes du patriotisme. On ne peut pas être patriote et tribaliste à la fois. Alors, la RDC, Glody, camarade M. Glody, la RDC n'est pas une nation. La RDC, c'est un État. Si nous serons une nation, nous serons la nation congolaise. Voyez-vous? Vous prenez par exemple la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne n'est pas une nation. C'est une monarchie. Voyez-vous? Mais la nation est anglaise. Voyez-vous? C'est-à-dire que la nation va au-delà de ça. Nous sommes une république. C'est notre volonté de vivre ensemble qui fera de nous une nation. Parce que très souvent, on confond ces deux concepts-là. Ce qui fait que même lorsqu'on définit la fonction de la première personnalité du pays, on dit président de la République, virgule, chef de l'État. Ce qui veut dire que ce n'est pas la même chose. Nous sommes une république, certes, parce qu'il y a toutes les conditions sur le plan de droit. Mais la volonté de vivre ensemble ne peut pas se mesurer par des textes, mais par la volonté de vivre ensemble. Voyez-vous, si nous voulons être une nation, nous devons les manifester. Parce que si je pose la question, qui est de ma tribu ici? Qui est Mongo? Ah, malheureusement, Daraï. Qui est Luba? Qui est Tetela? Musonge? Mukongo? Munzibu? Mundibu? Voilà. Voyez-vous, c'est-à-dire que le fait seulement que nous acceptons tous de nous mettre ensemble pour la nation, nous devenons des patriotes. C'est en ces moments-là qu'il y a ce qu'on appelle nation. Mais lorsque vous trouvez dans une approche mécanique, on dit voilà, nous sommes une nation. Non, il faut le démontrer. La volonté de vivre ensemble. Et pour conclure, le patriotisme, c'est une conditionnalité au développement. Une conditionnalité première. Je ne dis pas à la croissance économique, j'ai dit au développement. Il faut nuancer. On peut y avoir croissance économique sans patriotisme, mais il est difficile d'avoir le développement sans patriotisme. Parce que le patriotisme, c'est cet amour de la patrie. Tout le monde travaille pour l'intérêt général et non pour l'intérêt individuel. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Voilà, sans plus tarder, nous passons à la deuxième intervention, celle de Maître. Patriotisme comme facteur de développement. Prenez les statistiques de la Banque mondiale, du FMI et de tous les organismes publics et internationaux. La RDC est classée parmi les pays sous-développés. Et mon aîné l'a si bien dit, nous vivons même en deçà du seuil du sous-développement. Posons quand même le cadre théorique. Retenons, chers amis, que toutes les fois que l'on parle du patriotisme, on fait allusion à la terre. Le patriotisme est une exaltation de la patrie. La patrie prise comme terre des ancêtres. Donc, pour parler patriotisme, nous devons nous représenter la RDC avec ses 9 frontières et ses 2 345 409 km². L'amour pour ces différentes frontières, l'amour pour l'intégrité de ces territoires, c'est ce qu'on appelle patriotisme. Différent du nationalisme qui est l'amour lié aux hommes, le vouloir vivre ensemble, le vouloir vivre collectif. Un arabe du Maroc, un arabe de la Libye, un arabe de l'Égypte
un arabe du Liban, un arabe de l'Arabie Saoudite, se considèrent tous comme frères. On parle aujourd'hui de la nation arabe. Allons un peu plus loin, parce que ça pousse certains à des extravagances. On parle du Daesh aujourd'hui, l'État islamique. Justement, cet État islamique, quoi qu'étant une déformation, part d'un amour exagéré des Arabes à pouvoir vivre entre eux et d'imposer la charia. Donc, pour parler patriotisme, je me répète, on essaye de voir un pays dans ses limites, et on aime ses limites, alors que le nationalisme peut aller au-delà des frontières nationales. Contrairement à ce qu'a dit mon co-débatteur, j'aurais souhaité qu'il soit là, et le patriotisme et le nationalisme ont tous des déviations. On parle du chauvinisme. C'est au nom du nationalisme et du patriotisme exagéré qu'il y a eu la Shoah. La mort de Juifs avec Hitler et j'en passe. C'est au nom du patriotisme exagéré aujourd'hui aussi qu'un certain Vladimir Poutine est allé en Ukraine. Voulant défendre son territoire, il agrandit son territoire à lui. Ce n'était qu'un recadrage important à savoir. Posons l'état des lieux de la notion du patriotisme en RDC. Et là, j'essaye de dire qu'en RDC, le patriotisme présente un double visage. Un visage décomposé et un visage récomposé. Je m'explique. Partons de l'histoire politique du Congo, 1960. Commençons même à 1955 avec la conférence de Bandung où tous les colonisés se sont retrouvés avec les colonisateurs pour parler indépendance. Au-delà de nos sissiparités tribales, ethniques et j'en passe, tous les Congolais étaient d'accord que la RDC, dans ses frontières, devait chasser le colonisateur. Nous devrions rester entre nous, Congolais. Nous pouvions nous développer seuls, sans l'aide de l'homme blanc. C'était un regain du patriotisme. C'est ça le visage, c'est ce que j'appelle le visage récomposé du patriotisme. La première république s'en va. Un monsieur appelé Joseph Désiré Mobutu arrive au pouvoir après son deuxième coup d'État. Il va instaurer un slogan qu'il va traduire en acte de pouvoir. Tata Bomoko, Mama Bomoko, Ekolo Bomoko. Il a instauré une sorte de fierté zaïroise. Et c'est d'ailleurs sous la Deuxième République que dans toutes les provinces, à la tête de toutes les provinces, on pouvait trouver des non-originaires comme gouverneurs. Koyagialo au Katanga, Kondevila Kikanda dans le Kivu, Ioka au Kasaï occidental, et j'en passe. Nzuziwa Mbombo à Kinshasa, au Congo central, et j'en passe. Regain du patriotisme. On ne pouvait pas voir le Zaïre être attaqué par le pays voisin et rester inerte. Aujourd'hui, Bunagana est occupé depuis 3 mois. Et silence radio. Non, ce n'est pas une attitude patriote. On ne parle pas des gens, nous parlons Congo, ce n'est pas une attitude patriote. Il y a une partie du territoire qui est en train de s'en aller. Allons-y un peu plus loin, lorsqu'il a fallu instaurer le gouvernement de transition dans ce pays, le MLC occupait le nord-est du Congo, le RCD occupait toute la partie est, le camp de la patrie, une autre partie. Finalement, le gouvernement légaliste n'occupait que le Bandundu, Kinshasa et les 2 Kasaï, si mes souvenirs sont bons. La communauté internationale, le dialogue intercongolais, sous l'égide de la communauté internationale, a demandé à tous les groupes armés si ils pouvaient accepter de balkaniser le pays et de se constituer en république. Tous les groupes armés, au moins pour la première fois, vont dire non. Nous voulons du Congo entier. Regain du patriotisme. Mais à part ces quelques périodes, pour les restes de toutes les périodes de l'histoire politique congolaise,
nous souffrons d'un déficit criant du patriotisme qui font ressortir 3 crises majeures. La première crise, elle est juridique et politique. L'absence de patriotisme, l'absence d'esprit public, d'une expression patriotique de tous les citoyens congolais, a fait en sorte que nous souffrons d'un déficit de patriotisme, d'abord sur le plan juridique, ensuite sur le plan politique. Comment sur le plan juridique? Renseignez-vous dans l'histoire politique de ce pays, vous verrez que chaque gouvernant congolais a eu un peu comme un Congo à lui, une constitution à lui, des textes pour lui, parfois alambiqués, mais pour soutenir quelques intérêts mesquins qu'il n'osait pas dévoiler. À l'indépendance, on a une loi fondamentale dictée par les Blancs. Finalement, 4 ans plus tard, le président Kasavubu promulgue une constitution, celle du 1er août. Mobutu arrive, il abroge cette constitution, c'est celle du 24 avril qui voit le jour. Mouzé arrive, il abroge la constitution du 24 juin et l'acte constitutionnel harmonisé. Il sort un décret-loi du 27 mai de 20 articles. Kabila arrive au pouvoir avec quelques belligérances, c'est la constitution de la transition. Et finalement, en 2006, on a une autre constitution. Donc, en 60 ans d'indépendance, on va compter un peu plus de 6 textes à valeur constitutionnelle, alors que les États-Unis, avec plus de 2 siècles d'indépendance, a une seule constitution amendée quelques 29 fois seulement. Juridiquement et politiquement, l'absence de patriotisme, l'absence de la fibre qui ferait en sorte qu'il y ait dépassement de soi pour n'aimer que le Congo, ne travailler que pour le Congo, ayant disparu. Chacun veut avoir un texte taillé sur mesure pour servir le ventre et quelques-uns de membres de sa famille et pas le Congo. La deuxième crise, elle est essentiellement économique. Je ne rentrerai pas dans le patriotisme économique tel que si bien expliqué par mon prédécesseur, mais j'en prendrai quelques éléments. Nous avions eu dans ce pays les entreprises publiques comme un bras outillé de l'économie congolaise. La loi de 78 et les offices et les établissements publics, tous les services publics étaient considérés comme entreprises publiques. Mais à quoi a servi les recettes de ces entreprises publiques? À construire des maisons, à s'acheter des villas à l'étranger et à garnir quelques comptes à l'étranger. Si bien que l'économie congolaise périclitait, nous n'avions même plus de budget conséquent dans ce pays. Jusqu'en 2007, quand le Palou va avoir la primature. Pour la première fois, le budget du Congo est d'1,5 milliard de dollars environ. Nous vivotons, et la Banque mondiale qui va aller jusqu'à dire que le Congolais vit à moins d'$1 par jour. Moins d'$1 par jour, simplement parce que les mécanismes économiques qui auraient fait en sorte que la croissance nous emmène au développement et finalement à une redistribution équitable des richesses nationales n'existent pas. La troisième crise de l'absence de patriotisme est culturelle. L'homme congolais est acculturé. Peut-être pas de son fait, mais du fait de son manque de prudence. Prenons un exemple. Où que naisse un Chinois, où que naisse un Russe, il est profondément marqué par la culture russe, parce que la famille est le premier endroit où devrait se cultiver cette fibre à aimer son pays et à garder sa culture. Le Congo, déjà à partir de 1885, est un ensemble de plusieurs tribus, de plusieurs ethnies, n'ayant pas su mettre en symbiose les différentes cultures pour ressortir une culture qui soit l'identité congolaise, facilement acculturable. Novelas arrive, nous partons au gré des Indiens, nous partons au gré de Chinois,
Si bien que nous avons tous des noms importés. On se définit plus un peu comme Jean-Pierre, Divine, Eric, et non pas comme Mambweni, Bamataf et j'en passe. C'est une acculturation dangereuse. Nous n'en voyons peut-être pas la dangerosité aujourd'hui, mais... Ma question est de savoir, historiquement, juste après la cession à l'indépendance, notre pays a fait face à 3 tentatives de la sécession. La sécession katangaise avec Tchombe et la sécession avec Kalonji, enfin avec Ginzenga. Est-ce que nos pères de l'indépendance étaient-ils prêts de cohabiter ensemble? Enfin, j'ai entendu quelque part, ici on a parlé du besoin de vivre ensemble, c'est ça qui forme en fait la nation. Étaient-ils prêts à cohabiter ensemble? Vous voyez, c'est ça un peu ma question. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez un Moulouba, un Mungala, un Mouyaka, vous le mettez ensemble, vous allez remarquer qu'il y a 4 différentes cultures. Vous voyez? Ils vont cohabiter, mais les cultures ne seront pas plutôt, pour ne pas dire conformes, identiques. Vous voyez? Est-ce que nos pères, c'était une bonne idée de rassembler tout le monde, puisqu'il faut signaler que avant l'homme blanc en Afrique, il y avait des systèmes de royaumes, vous voyez, ainsi on évoluait mieux. Mais quand l'homme est venu nous mettre ensemble, on a formé tous un État, une nation. Mais le fait que nous ayons nos cultures un peu différentes, vous voyez, et comment réunifier les Congolais comme était, n'est-ce pas, la lutte de Mobutu, un seul État, un seul chef Congo uni, et puis dans sa diversité. Voilà, c'est ça ma question. D'accord, merci. Je partirai d'une analyse catabasique, donc je commencerai vers la fin pour rencontrer la première question. Est-ce que nos pères de l'indépendance, ça c'est M. Josué Lumumba, étaient-ils prêts à pouvoir cohabiter ensemble? Il a parlé du Congo tricéphale, où Antoine Gizenga était à Kisangani, Tchombe au Katanga et Kalonji avec sa sécession kassaïenne. En même temps que nous avions Iléo comme Premier ministre à Léopoldville. Oui et non. Vous permettriez que ma réponse soit un peu philosophique. Oui et non. Oui, parce qu'effectivement, pour accéder à l'indépendance, nous les avons vus ensemble. Ils ont même suspendu les travaux pour que Lumumba les rejoigne. Où était Lumumba à l'époque? Emprisonné. Lumumba est relâché, il atterrit en catastrophe à Bruxelles. L'acte de la table ronde est signé, la date de l'indépendance est proclamée, une deuxième table ronde économique est tenue sous Adoula. Et finalement, au 30 juin, l'acte de l'indépendance a été signé. Donc, théoriquement, nous pouvons dire qu'ils étaient prêts à pouvoir se tolérer et à pouvoir vivre ensemble. Mais, si vous ne savez pas pérenniser les acquis, vous risquerez de les péricliter. Vous risquerez vous-même de les disperser. C'est ce qui s'est passé après. L'homme blanc est parti. Nous sommes décolonisés. Ok, mais qu'est-ce que nous faisons de l'indépendance? Qui devra être guide après l'indépendance? Tchombe, qui n'était pas majoritaire au Parlement, voulait à tout prix être leader, en même temps qu'il y avait quelques invectives de la communauté internationale, parce que dans le temps, le Katanga était considéré comme la province la plus riche. Eh bien, on a chuchoté à l'oreille de Tchombe que si tu gardes le Katanga pour toi, donc la province la plus riche, le reste du pays sera paralysé. Oublions que lors de la colonisation, pour que soient construits les Katanga, il fallait les VA de la Kivette centrale, Équateur, Bandundu et j'en passe. Pour que se construise le Kivu, c'était la recette de l'Union minière du Haut-Katanga, l'actuel GECAMI.
c'est cette tolérance et cette humilité qui a manqué à la fin. Mais sous Mobutu, toutes ces tendances ont été éradiquées. L'unité nationale a été instaurée. Le Zaïrois se sentait chez lui et fier d'appartenir au Zaïre un peu partout, dans tous les coins de la République. Donc, c'est quelque chose de faisable. Madame Bamata me pose la question de savoir si actuellement on peut parler d'une culture congolaise. Oui, on peut parler d'une culture congolaise. Toute culture a pour arrière-plan la coutume. Les coutumes congolaises, parce qu'existant encore, la sommation de ces coutumes congolaises cosmopolites font ce qu'on appelle la culture congolaise. Il est vrai que chez les Luba, il y a cette forme de sacralité avec le beau-parent qui n'existe pas trop à l'Équateur, par exemple. Tous ces éléments font ce qu'on appelle la culture congolaise à l'interne. Mais attention, dès lors que le Congo devra s'affronter ou se mettre en concurrence avec une nation étrangère, les éléments de la coutume congolaise se substituent à la culture congolaise. Céline Dion viendra chanter ici, en même temps que nous aurons un musicien congolais. Chacun sera vecteur de la culture de son pays d'appartenance. Donc la culture congolaise existe. Nationalisme, rôle à jouer. Je l'ai dit dans mon mot introductif, ça c'est mon ami Théolico, je l'ai dit dans mon propos introductif, que nationalisme et patriotisme sont pris par certains auteurs comme Tadik Mkandawire, André Mbata, Georges Burdeau, Maurice Duverger et j'en passe, sont des termes qui peuvent être pris l'un pour l'autre, donc des termes équipolants et interchangeables, mais à quelques exceptions près. Qui dit patriotisme, c'est une idéologie, une exaltation, un amour pour la patrie, pour un espace vital. Contrairement au patriotisme, le nationalisme, c'est cette exaltation, mais pas pour une terre, pour les hommes. Je considère tel, tel et tel autre comme mon frère. Mais qui dit nationalisme ne dit pas que c'est le contraire du patriotisme, ou vice-versa. Tous les Congolais peuvent se tolérer à vivre dans cet enclos de 2 345 000 km². Nationalisme et patriotisme iraient de concert, iraient en syntonie en ce moment-là. Donc, je dis que l'un ne peut pas aller sans l'autre, et l'autre ne peut pas aller sans l'un. Qui est patriote est forcément nationaliste. Qui est nationaliste est forcément patriote. J'aime les autres parce que nous nous définissons tous dans un espace vital, quoique allant au-delà de nos frontières nationales. J'ai donné l'exemple de la nation arabe. Et d'ailleurs, il y a une organisation internationale appelée la Ligue arabe qui défend les nations anglaises. M. Bolodjoa l'a dit. Beaucoup de gens ne savent pas faire le distinguo avec la Commonwealth. La nation anglaise, c'est cette Grande-Bretagne. Mais même avec l'Irlande du Nord, la nation anglaise continue d'exister. Ce sont des personnes choisies en Nouvelle-Zélande et j'en passe. Donc aujourd'hui, le nationalisme aurait-il un rôle à jouer? Oui, par la tolérance de l'autre. Commencer par concevoir que l'autre, comme soi, a le droit d'exprimer. L'école, l'université se doit de jouer un rôle. Enseignons le Congo à nos enfants, enseignons les valeurs congolaises à nos enfants, enseignons-leur le sens du sacrifice. Et pour ce faire, prenons le cas de la Russie. Poutine a érigé un parc au nord-est de son pays où chaque dimanche et à chaque vacances, les enfants peuvent aller apprendre les symboles de l'armée russe, l'armement russe, parce que le service militaire tend à être obligatoire là-bas. C'est aussi une forme de patriotisme. La corruption. Justement, un bon patriote, c'est celui qui
refuserait l'argent l'argent qu'on lui donne pour détourner par exemple le fonds public. Un bon patriote, c'est celui qui ne jettera pas les immondices dans des caniveaux par exemple. Et d'ailleurs, nous allons faire des campagnes de sensibilisation dans ce sens. Alors, comme objectif, pour être bref, vu le temps, nous voulons promouvoir le patriotisme en RDC. Et comment il va venir, justement, nous allons continuer en organisant des conférences, des ateliers, et comme je l'ai dit avant, faire des campagnes de sensibilisation dans des écoles, dans des universités, et voire même dans des partis politiques et des mouvements citoyens. Et en tout cas, nous allons en tout cas faire de notre mieux, justement avec vos soutiens, vu que pour le moment nous sommes à 3, nous avons besoin justement des membres pour nous appuyer dans ces projets qui n'est pas facile en tout cas. C'est pas facile parce que comme les intervenants l'ont dit, le patriotisme au Congo semble ne plus exister. Alors nous devons rallumer cette flamme de patriotisme dans le cœur des Congolais. Voilà comment je peux présenter en bref cette structure Patriotisme Oblige. Je dis merci aux invités d'avoir répondu à notre invitation. Ce n'était pas facile de laisser vos occupations, de venir répondre à notre invitation. Monsieur Ben, encore une fois de plus, merci pour votre humble, nous a rendu service. Je dis encore merci. La structure, le patriotisme oblige. Nous sommes à 3. Nous avons M. Osé Kaboulé, nous avons Mme Plamé Bamatafé et moi, le CG qui vous parle, M. Idriss Hussein. Merci aux invités. Je vois le mouvement citoyen ici présent, la Lucha, les centres de Lumumba. Je vois aussi la présence de plusieurs personnalités ici. Merci beaucoup. La structure, le patriotisme oblige, organise des conférences, des tribunaux, des cafés politiques, des colloques. Donc c'est la première fois que vous invitez et nous passons bien, ce n'est pas la dernière fois. On aura encore une autre occasion. Nous allons encore vous inviter. Et j'ai dit encore... J'ai été service, il y a tout ça service. J'ai été service, c'est ça pratou. J'ai été service, et ils allaient dans service na Bisomoko. Ils allaient dans Paris, ils allaient en Italie, ils allaient en Allemagne, ils allaient en Hollande, ils allaient aux États-Unis, ils allaient en Londres, ils allaient pratou. J'ai été service, agence à Sika. J'ai été service, oh tata, wasabilila. J'ai été service, Anako Vibaka, Apé Tongolilo. Le grand prêtre, le grand maïs, maître paille. Les gars, PC Lidamba, j'ai été service. Il y a un monde de Makambu. C'est ça. C'est ça. En Afrique. C'est ça. Précisément Congo. C'est ça. J'ai été service. C'est ça. Et puis, service. En tout cas, c'est ça. J'ai été service. Nous, on maître pas et Jackie Chan. Donc, papa la moi, mon fils. Père mon fils. Moi, je n'ai pas une césarienne. J'ai été service. J'ai été service. Qui est? Et puis j'ai des services à ça. J'ai des services agence ici. Minga Oloba. Exact. J'ai des services agence à Paris. Pas tout le monde se cabinet à Paris. Bon, son année dans j'ai des services. Agence ici. Dans la Paris, dans la Bruxelles, dans la Londres, dans la Hollande, dans la Italie. J'ai des services du pratou. Pour lui, on a un numéro. Moi, Benny, pour moi, Mama, à Nisa, à Paulina, à Lali. Ah, j'ai un service
Ana Buvimbe. Kaka ndenge alobi tongolilo balobi siente service agence oyo ya si agence oyo soki opesi eloko na ye koma na Kinshasa assurance oblige balobi siente service otinda motoka eya na Kinshasa mutu ekokoma kitoko okotisa mbongo okotisa bavalisi na yo bakoli na yo siente service na Panama number 1 siente service esirisi masolo siente service tongolilo Mama baluka obamona yena tongolilo omoni tongolilo siente service tongolilo mama nasaka na bana mikete nayi mwana moke napete yo obetare napete yo naswa yo minwe napete yo mama siente service tongolilo